C'est un nouveau rendez-vous de l'actualité qui démarre avec les titres. Bonsoir, bienvenue. Le président de la République, Alassane Ouattara, a participé ce lundi à Paris, en France, à la cérémonie d'ouverture du Forum des marchés émergents, une plateforme d'échange, d'expérience en vue de réduire les inégalités entre les pays. Le chef de l'État s'est prononcé sur l'impact des crises actuelles sur les économies. Signature de convention de partenariat entre le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et la Fondation internationale Cocoa Initiative. Les deux structures veulent lutter efficacement contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Un don de matériel informatique et de mobilité d'une valeur de 52 millions de francs CFA a été remis au ministère. Et puis, elle est la deuxième femme nommée au poste de première ministre sous la 5e République en France. À 61 ans, Elisabeth Borne a été choisie pour succéder à Jean Castex à Matignon. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée ce lundi. Et tout d'abord, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce lundi à Paris à la cérémonie d'ouverture du Forum des marchés émergents. Ce forum qui vise à réduire les inégalités entre les pays en facilitant notamment l'échange d'expériences, a été l'occasion pour le chef de l'État ivoirien de faire une importante intervention sur l'impact des crises actuelles sur les économies, notamment les économies africaines. À Ouattara. Le centre de conférence de la Banque de France à Paris, le président de la République Alassane Ouattara à l'ouverture du Forum des marchés émergents aux côtés de plusieurs personnalités du monde politique, économique et de la finance, notamment l'ancien président du Mozambique, Joaquim Chissano. Ce forum, initié par l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, Michel Kandessu, vise à réduire les inégalités entre les pays en facilitant l'échange d'expériences, le débat politique, ainsi que l'engagement du secteur privé pour atteindre l'objectif commun d'une croissance et d'un développement durable. L'occasion pour le chef de l'État de faire une importante communication sur l'impact des crises actuelles sur les économies, notamment les économies africaines. I liked very much the chapter on the future prospect of Africa. Noted that several recommendations have been implemented in Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a d'abord présenté la situation du continent africain en général et celle de la Côte d'Ivoire en particulier, avec les crises de la COVID-19 et ukrainienne. We think clearly we have the system under control. We almost have no case of COVID outside of Abidjan. And I said as of yesterday, we had only 19 cases in Abidjan, of which 2 are in the hospital, but they're minor cases. It's Omicron. Il a proposé par la suite des solutions pour une relance économique et la réduction de la pauvreté à travers une meilleure gestion des économies. Au thème de la cérémonie, le président Alassane Ouattara est revenu sur les grandes lignes de son intervention. Je leur ai expliqué la situation du continent qui a été frappé par cette double crise. En ce qui concerne la COVID, j'ai expliqué que la Côte d'Ivoire s'en est bien tirée parce que cette crise a été bien gérée dès le début et que 50% des personnes ont eu la primo-dose et à peu près le tiers des doubles doses. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire continue de faire des progrès, mais qu'il nous faut continuer de vacciner les gens et continuer donc de produire des masques et même d'avoir une usine de fabrication de vaccins. Alors, en ce qui concerne les conséquences de la crise de l'Ukraine, j'ai indiqué que ces conséquences étaient sur les produits alimentaires, sur le carburant, bien sûr sur les engrais et aussi sur les finances. Et que de ce point de vue, la Côte d'Ivoire a entrepris un vaste programme de soutien à l'économie qui permet de contenir les conséquences sur les prix. Nous avons moins d'inflation qu'ailleurs. Nous avons moins de déficit qu'ailleurs, mais j'ai surtout insisté sur la nécessité pour la communauté internationale d'apporter un appui beaucoup plus important, que ce soit le Fonds monétaire avec le DTS, que ce soit la Banque mondiale avec l'IDA, que ce soit le groupe des 20 avec des soutiens beaucoup plus conséquents,
mais également que nos pays doivent continuer de bien gérer nos économies et de faire en sorte que la croissance reprenne pour réduire la pauvreté et améliorer la situation des populations. Grand rendez-vous des économistes et bailleurs de fonds. Cette édition du Forum des marchés émergents se tient du 16 au 17 mai à Paris. Et on reste en France. La fumée blanche est sortie à Matignon après 3 semaines d'attente, de spéculation et de pronostics. Le nom du premier chef de gouvernement du second mandat d'Emmanuel Macron est connu. C'est Elisabeth Borne, ministre du Travail, dans la dernière équipe démissionnaire de Jean Castex, âgée de 61 ans, qui a été choisie. Sidonie Davila. Elisabeth Borne, 61 ans, a bel et bien été nommée Premier ministre ce lundi, quelques minutes après la démission de Jean Castex. C'est donc la désormais ex-ministre du Travail qui s'installe à Matignon et devient chef du gouvernement. Elle est la deuxième première ministre de l'histoire de la Ve République après la nomination d'Édith Cresson dans les années 1990. Connue pour sa maîtrise des dossiers jugés plus techno que politique, elle était citée depuis des semaines comme la favorite pour Matignon. Selon le protocole, Elisabeth Borne doit désormais proposer une liste de nouveaux ministres au chef de l'État qui procédera à une nouvelle vague de nominations d'ici la fin de la semaine. L'annonce de son futur gouvernement ne se fera pas pour ce lundi. Il devrait être dévoilé dans la journée de mardi ou de mercredi. Retour en Côte d'Ivoire, le projet d'adressage des rues d'Abidjan se porte bien. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, qui pilote ce projet, s'est rendu à Marcory pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Lanciné Bakayoko, les détails. Selon les études, le district autonome d'Abidjan compte environ 11 750 voies et plus de 36 000 carrefours. Sur l'ensemble de ces voies, seulement 4%, soit 513 voies, ont une identification claire. Ces insuffisances, qui constituent un frein à la compétitivité de la ville d'Abidjan, ont amené le gouvernement à lancer courant décembre 2021 des travaux d'adressage. Des travaux d'adressage qui avancent à bon rythme, notamment dans la zone 1, côté Abidjan Sud. Et sur la zone 1, on peut dire que les enquêtes sont globalement achevées à 80%. Nous sommes sur la phase de pochage, c'est-à-dire de donner des numéros aux unités d'occupation. Nous allons passer par la suite à la dénomination des voies et puis à la fabrication des plaques de rue. Cet adressage des rues va faciliter en profondeur les actes de la vie courante, à savoir le repérage dans la ville, les services d'urgence et de sécurité ou encore les activités économiques. Cette visite d'imprégnation du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme aura permis de voir par lui-même les chantiers. Je dois dire que je suis très satisfait. Ici, pour la zone 1, qui comprend les quartiers de Port-Boué, Koumassi, Marcory, Trècheville, nous sommes déjà à 80%. Notre volonté, c'est d'aller plus vite, permettre de travailler en parallèle sur plusieurs zones, de façon à réduire le temps global de réalisation du projet. Cette opération d'adressage des rues d'Abidjan, qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité du Grand Abidjan, bénéficie d'un financement de 10 milliards de francs CFA, dont 8 supportés par la Banque mondiale. 4 duplex à Durobité 1 dans la commune de Cocody détruites. Ces ouvrages n'avaient aucune autorisation de construction, encore moins de titre de propriété sur les parcelles occupées. C'est la brigade d'investigation et de contrôle urbain du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui a mené l'opération. La COP15 sur la désertification et la dégradation des terres se poursuit à Abidjan. Justement, dans la lutte contre la désertification, le Niger fait partie des bons élèves. Plus de 50% de terres arides. Le pays s'est engagé à restaurer ces terres. Résultat, des produits agricoles tels l'oignon et la date Made in Niger font le tour du monde. Kader Sogodogo. Simini, nous sommes au Niger, à 100 km au nord de Niamey, la capitale. Une zone désertique qui se transforme progressivement. Une oasis où faune et flore auront droit de citer.
Le pays, qui fait de la lutte contre la désertification une priorité absolue, multiplie les initiatives dans ce sens. La Grande Muraille Verte, un projet qui rencontre le soutien financier de l'Union africaine, redistribue les cartes dans le bon sens. Simini, au Niger, est le point de départ de cette Grande Muraille Verte qui vise à restaurer 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique d'ici 2030. La toute première activité, ça a été vraiment la confection des ouvrages de captage des eaux de ruissellement, les banquettes et puis les demi-lunes sylvopastorales. Donc ici, on a à peu près une vingtaine d'hectares qui ont été récupérés et puis plantés. Pour la COP 15 en Côte d'Ivoire, axée sur la lutte contre la désertification, le Niger ne pouvait pas répondre absent. Le pays dispose d'un stand à l'Hôtel Ivoire. Le Niger, faut-il le rappeler, c'est plus de 50% de terres arides. Et cela ne constitue en aucun cas un frein à sortir du giron de la famine. Les 3/4 de la superficie du Niger sont désertiques. Et le Niger, vous savez, est pionnier en matière de lutte contre la désertification parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pays, notamment d'autres pays africains, regardent l'expérience du Niger. Et c'est une expérience en matière de récupération de terres, en matière de gestion durable de terre que nous avons beaucoup d'expérience. On produit de la pomme de terre pour vous dire qu'aujourd'hui le Niger essaie de faire face à la sécheresse, face à la désertification. Ces efforts auront permis au Niger de développer son agriculture. La pauvreté des terres a conduit à développer des techniques nouvelles pour sortir des oasis dans le désert. Dattes, oignons, pommes de terre et autres cultures sont produits en abondance et exportés à travers le monde. La région d'Agadez fait à peu près 52,6% du territoire national du Niger. Et comme vous le voyez, c'est un territoire très vaste, mais désertique. Maintenant, par la force des choses, ces populations, aujourd'hui, ces cadres des oasis de désert arrivent à les maîtriser pour enfin produire ce que vous voyez ici, par exemple, ces dattes. Donc nous sommes venus ici en tout cas pour amener les plaidoyers de ces populations. Le discours du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à l'ouverture de la COP 15 en terre ivoirienne qui traduit la vision de ses pairs, est salué par le Niger et vu d'ailleurs comme la boussole de la lutte contre la désertification. C'est un discours très responsable. Le soutien fort, nous savons que nous l'avons déjà à notre niveau. Maintenant, nous demandons que la communauté internationale également puisse s'inscrire justement dans la même dynamique que nos présidents respectifs. À la COP 15, le stand du Niger ne désemplit pas. Le pays a de l'expérience à partager, mais également est preneur de bonnes pratiques nouvelles pour freiner la désertification. Autre volet de l'actualité, double cérémonie de signature de conventions de partenariat et de remise de matériel informatique et de mobilité d'une valeur de 52 millions de francs CFA. La Fondation internationale Cocoa Initiative et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant veulent renforcer la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. C'est ce que nous apprend Patricia Omouetia. Ce partenariat a été signé entre la ministre Nasseneba Touré et la directrice pays de la Fondation internationale Cocoa Initiative, ICI. À travers ce partenariat, la Fondation veut s'appuyer sur l'expertise du ministère pour accélérer la lutte contre le travail des enfants et répondre aux défis actuels. Nos actions directes ont contribué à améliorer la protection de l'enfant pour plus de 422 000 enfants entre 2015 et 2020. Et nos approches opérationnelles ont contribué à réduire de 50% le travail dangereux des enfants parmi ceux à risque identifiés par les différents systèmes de suivi mis en place par notre organisation. Cette importante somme et cet important don apparaît pour nous comme l'expression de l'engagement véritable de cette organisation à accompagner l'action du gouvernement en vue d'assurer la protection des enfants contre toutes les formes de violence, d'abus et d'exploitation. Ce don d'une valeur de 52 millions de francs CFA, composé d'ordinateurs, d'imprimantes et de motos, permettra aux structures d'assurer la coordination et de renforcer les capacités techniques des structures dans la lutte contre le travail des enfants.
La conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie a rendu public le rapport international du programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC. L'enquête PASEC a pour objectif de fournir aux décideurs des données en matière de politique éducative. On reste avec Patricia Omouitia. L'évaluation internationale du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confinem PASEC 2019 a connu l'une de ses phases les plus importantes, celle de la publication du rapport international. Cette évaluation a concerné 14 pays. Elle a permis de mesurer le niveau de compétence des élèves en lecture et en mathématiques. L'enjeu réel, c'est d'identifier les pistes de politique éducative pour pouvoir améliorer les pratiques pédagogiques, améliorer aussi le système éducatif et puis surtout faire bonne figure pour 2024. Donc en lecture, en fin de scolarité, il y a au moins 60% d'élèves qui n'ont pas le seuil suffisant. Et donc il y a du progrès. En mathématiques, c'est plus grave, c'est 80% d'élèves qui sont en dessous du seuil suffisant de compétences. Selon la ministre de l'Éducation nationale, des efforts doivent être fournis car, pour ces deux matières fondamentales, la Côte d'Ivoire a un score inférieur aux autres pays. Ça veut dire que nous devons faire de grands efforts pour améliorer les performances des enfants de Côte d'Ivoire. Le PASEC a lieu tous les 5 ans. On a 2014, on n'était pas bien classé. 2019, on n'était pas bien classé. Il nous reste, nous sommes en 2022, il nous reste 2 ans. Il nous reste 2 ans pour transformer qualitativement notre école. Ce n'est pas de la mer à boire. C'est possible si nous nous engageons tous. La présente évaluation dénommée PASEC 2019 correspond au 2e cycle d'évaluation internationale du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confinem, PASEC. On se rend à l'intérieur du pays, des vivres et non-vivres d'un montant de plus de 25 millions de francs CFA aux 350 familles sinistrées des inondations à Alépé. C'est une action du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La délégation conduite par le directeur de cabinet de ce ministère a visité les sites inondés. Les populations ont été exhortées à quitter les zones à risque. Walter Amadou Ouattara. Pour accéder à Kodiossou, il faut parcourir environ 90 km, dont une trentaine de kilomètres de pistes. L'état de cette partie du chemin est un autre sujet qui alimente les conversations. Pour l'heure, la quiétude des populations de cette localité, située dans le département d'Alépé, a été perturbée par une tornade au mois de mars dernier. Les sinistrés s'en souviennent encore. Une nuit du vendredi à jeudi à 3h du matin, cela fait 1 mois presque et demi, un vent violent qui s'est abattu sur ce village, faisant trop de dégâts. Jusqu'à l'heure où on vous parle, il y a des maisons qui ne sont pas encore réhabilitées parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et avec l'arrivée de Madame la ministre, c'est une bienvenue. Il sait que le gouvernement d'Alassane Ouattara pense à nous. Le violent vent a décoiffé 22 maisons. Le groupe scolaire et l'église catholique ont été également impactés. La catastrophe naturelle a fait 31 personnes sans logis. C'est pour apporter le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, qu'au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est aux côtés des communautés sinistrées. Avec la grâce divine, aucune perte en vie humaine n'a heureusement été dénombrée. Cependant, les dommages matériels demeurent importants. Merci à toutes ces familles qui, durant les heures difficiles, ont offert gîtes et couverts à leurs frères et sœurs en détresse. Ma présence ce jour est la preuve que l'État ne vous a pas oublié. Le disant, j'estime fortement la volonté affichée du président de la République, Alassane Ouattara, d'une Côte d'Ivoire solidaire. Des vivres et non-vivres composés de pots d'huile, sacs de riz, nattes, des feuilles de tôle et plusieurs tonnes de ciment ont été remis au comité de gestion de cette crise. 2 pères de famille, âgés de plus de 70 ans, dans l'impossibilité de se déplacer, ont été visités. Ils ont reçu chacun un fauteuil roulant et une somme d'argent. Ce sont ainsi plus de 15 millions de francs CFA, montant global des dons qui ont été mobilisés afin d'aider les communautés touchées à faire face à cet événement malheureux.
En bref, et en image, depuis mars 2022, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a décidé d'inscrire dans son plan d'orientation stratégique l'ESS, économie sociale et solidaire. C'est une autre réponse pour aider les populations les plus vulnérables. Avant la mise en œuvre de ce présent concept, la ministre Miss Belmondo Dogo a tenu à une appropriation par les premiers responsables des différents départements sous sa tutelle. Le renforcement de capacités sur le sujet retient l'attention des participants conviés à Abidjan à la session qui sonne déjà institutionnalisation de l'économie sociale et solidaire en Côte d'Ivoire. Coronavirus, je vous donne à présent le point de ce lundi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 16 mai 2022 7 nouveaux cas de Covid-19, 3 guéris et 0 décès. À la date du 16 mai 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 82 008 cas confirmés, dont 81 185 personnes guéries, 799 décès et 24 cas actifs. Le 15 mai 2022, 10 335 doses de vaccins ont été administrées. Tout autre chose à présent, le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et l'Agence française anticorruption ont signé un accord de coopération à la maison de l'entreprise au Plateau. Entre autres objectifs de cette coopération, partager les expériences et les bonnes pratiques en matière de promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Dangui. Présentation des dispositifs de bonne gouvernance et des outils de prévention ou de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Exposé sur le cadre juridique de la lutte contre la corruption menée par l'Agence française anticorruption. Contribution, questions-réponses. De l'avis de nombreux participants, ce panel sur le thème « La conformité anticorruption, quel enjeu pour la Côte d'Ivoire » a tenu sa promesse d'être un cadre d'échange d'expériences et de bonnes pratiques en vue d'atteindre la conformité anticorruption. La conformité anticorruption, c'est la mise en place de mesures et de procédures d'organisation et de contrôle au sein d'une entreprise, non pas pour s'assurer que la loi est appliquée, parce que la loi elle doit être respectée à tout moment, mais pour s'assurer que toutes les conditions sont bien réunies pour éviter d'être exposé à de la corruption ou à du trafic d'influence. Les ministres présents ont réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans une dynamique de partager en fait les meilleures pratiques internationales pour pouvoir rassurer les hommes d'affaires, pour pouvoir rassurer les investisseurs, pour pouvoir continuer d'attirer des capitaux internationaux chez nous. Le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et l'Agence française anticorruption ont signé un accord de partenariat, un cadre de coopération des deux institutions sur le front de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. La Convention, il s'agit de partage d'expérience. C'est une exigence de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption et de tous les instruments auxquels la Côte d'Ivoire a adhéré. Faire en sorte que il y ait partage d'expérience entre les institutions de gouvernance et de lutte contre la corruption des pays membres de cette convention. On prit part à cet événement toutes les structures de l'État engagées dans la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, notamment la cellule nationale de traitement des informations financières et la haute autorité pour la bonne gouvernance. Cela fait 10 ans que l'ONG Cri de cœur de Yopougon œuvre en faveur de l'autonomisation des femmes. Un 10e anniversaire célébré samedi dernier en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Khalil Diomandé, Walter Amadou Ouattara. Les femmes issues des différents quartiers de la commune de Yopougon sont venues massivement pour célébrer les 10 ans d'existence de l'ONG Cri de cœur, une organisation qui œuvre à améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants. Concernant nos activités menées durant ces années,
8000 femmes ont été formées en entrepreneuriat, éducation financière et en alphabétisation. 18 enfants en situation difficile ont été retirés de la rue par nos soins et placés dans les centres sociaux éducatifs en vue d'un meilleur encadrement. Le ministre Adama Diawara, parrain de la cérémonie, est bien présent pour témoigner sa solidarité à l'ONG. L'ONG Cri de cœur de la femme et de l'enfant est une ONG qui mène des activités assez nobles au profit des femmes et des enfants de la grande commune de Yopougon. Donc il est de notre devoir en tant que cadre de la grande commune de Yopougon de venir leur apporter notre soutien moral et même financier, et de les exhorter à continuer de la sorte, de faire en sorte que cette ONG grandisse de plus en plus et mène encore plus d'activités sur le terrain. À partir du mois de juin 2022, l'ONG Cri de cœur procédera à la formation de 10 000 femmes en alphabétisation, en entrepreneuriat et en éducation financière. Coup d'œil sur la politique. À présent, les cadres de la région du Gor, du RHDP, ont eu une réunion à la salle polyvalente de Gagnoa, réunion à laquelle ont pris part les délégués départementaux, les délégués de secteur, les secrétaires de section, les présidents de comités de base et les militants de base. Objectif, évaluer les actions, identifier les militants, vérifier le rattachement des comités de base aux autres structures locales du parti. On voit cela avec Mama Traoré. À la rencontre des militants RHDP de la région du Gor, Famoussa Koulibaly est venu livrer les dernières consignes de la haute direction du parti, à savoir évaluer les forces et les faiblesses du parti localement dans la perspective des futures batailles électorales. Moyen choisi pour y parvenir, des missions d'inspection et d'évaluation de l'ensemble des structures locales du parti. Nous sommes ici durant 5 jours pour aller toucher de plus près les réalités de nos militants dans les sections, dans les comités de base. Parce que c'est cela aussi la politique, la proximité. Et aujourd'hui, le président, comme d'ailleurs son slogan le dit, le RHDP, c'est la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire plus forte, une Côte d'Ivoire rassemblée autour de valeurs de solidarité. Et c'est cela que nous allons essayer de promouvoir durant ces jours au niveau de la région du Gor. Présents à l'ouverture des travaux, les cadres RHDP de la région du Gor soutiennent la dynamique de restructuration du parti, enclenchée par le président Alassane Ouattara, premier responsable du RHDP. Nous avons donné comme consigne à nos militants, en tant que cadres, de bien accueillir ces missions et de les aider à faire le travail pour lequel ils sont arrivés. Le chef de la mission, Famoussa Koulibaly, a également annoncé aux différents responsables locaux du RHDP dans le Gor que le processus d'enrôlement des militants démarrera bientôt. Un fichier qui permettra d'estimer le nombre exact de militants RHDP dans cette région. On en vient au FEMUA 14, l'événement qui a pris fin hier à San Pedro. Le festival des musiques urbaines d'Anoumambo a refermé ses portes devant un public venu nombreux assister au concert donné par plusieurs artistes, dont le rappeur Youssoupha. Le point de Sam Conan. San Pedro, espace Rotary, concert de clôture du FEMUA 14. Les Pétriciens ne veulent pas rater l'occasion, malgré la pluie qui menace. Des grosses têtes de la musique telles que Youssoupha, Yodé Siro ou encore Suspect 95 sont annoncés. Depuis 19h, les places sont quasi occupées. L'espace Maki est plein. Pendant ce temps, Dior, Dilora sont encore formés. 21h, le show commence avec l'artiste Rocky Gold qui assure avec ses danseuses. Le mercure va monter d'un cran avec l'arrivée des Suspects 95. Le président autoproclamé du syndicat. Avec ses flots, il communie avec son public. 23h, Assalfo et ses invités font leur entrée et prennent place. Le show se poursuit avec les autres artistes au programme, comme Yodo et Siro, qui égrènent plusieurs titres de leur répertoire zouglitique. Ou encore Youssoupha, qui séduit son entourage avec son rap. Au total, les artistes ont assuré au cours de cette soirée reconnaissent les Pétriciens. Je suis très heureuse d'avoir participé au FEMUA. C'est un très très bon thème. Ça va permettre aux jeunes de se prendre en charge, voilà, de créer des entreprises, tout ça. On aimerait bien que ça se passe ici chaque année.
Le spectacle était bien. Les artistes qu'on a vus, ils ont été à la hauteur de l'attente que nous on avait pour eux. Je suis un fan de Suspect 95, je suis un syndicat. Donc je suis très content de voir Suspect, je suis très content aussi de voir Assalfo. Je suis très heureux. Pour Assalfo, le commissaire général, au-delà de la musique, le FEMUA se présente désormais comme un creuset de réflexion pour l'avenir de la jeunesse. Nous avons jugé que le FEMUA, en plus d'être un festival de musique, peut être un festival qui va nous réunir, nous, les jeunes de Côte d'Ivoire, pour débattre autour des problématiques qui peuvent contribuer au développement de notre pays. Mais nous avons voulu aussi dire aux autorités, à ceux qui nous gouvernent, que si nous n'avons pas les outils nécessaires, nous ne pouvons pas contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas venus seulement vous faire danser. Nous sommes venus vous faire prendre conscience que vous devez contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. San Pedro, que Dieu vous bénisse. Les jeunes de San Pedro, que Dieu vous donne la force d'aller de l'avant. Au cours de ce concert de clôture du FEMIA 14, des trophées ont été remis aux vainqueurs du cross populaire qui a eu lieu dans la matinée du dimanche. Ainsi prend fin le FEMIA 14 dans la cité balnéaire. Vive le FEMIA 15. Et on termine en bref et en images. Au Burkina Faso, une série d'attaques a visé les volontaires pour la défense de la patrie, les supplétifs des forces armées et des civils. En fin de semaine, une quarantaine de personnes ont été tuées dans les régions du Sahel et de l'est du Burkina Faso. C'est la région du Sahel qui a enregistré l'attaque la plus meurtrière. Elle a visé les populations de la commune de Guessel au sud-ouest de Essakan. Point final, merci à vous tous de nous avoir suivis. Dieu nous garde.